Derrière ces jolies notes de musique se cache l'une des plus grandes machines à cash du sport mondial. Tu n'as pas la moindre idée de combien rapporte la Ligue des Champions aux clubs qui ont la chance d'y participer et surtout à sa propriétaire, l'UEFA. Une association tellement grosse, tellement puissante qu'on en oublie presque qu'elle est gérée par une poignée de personnes qui brassent des milliards chaque année. Assez paradoxal pour une association, non ? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les finances de la plus grande compétition de clubs de foot au monde. Tu vas comprendre combien le PSG va gagner lors de cette édition, et surtout pourquoi le véritable trophée de la Champions League, ce n'est pas la coupe, mais les centaines de millions qu'elle rapporte. Moi, c'est Grégoire, cofondateur de Swappn, le service de création d'entreprise le mieux noté du marché. Si tu as un projet de création d'entreprise, je t'invite à cliquer sur le lien en description, en ce moment la création est offerte. Et au fait, j'ai remarqué que 96% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Et si tu veux nous soutenir et que tu aimes nos vidéos, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Alors, première chose à comprendre, pourquoi la Ligue des Champions génère-t-elle autant d'argent ? Alors le budget annuel d'un pays à 3,5 milliards, c'est pas beaucoup. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est comment une simple compétition de football peut rapporter des sommes comparables à celles d'une multinationale. J'ai épluché le dernier rapport financier de l'UEFA, celui de la saison 2023-2024. Et ce que je retiens, c'est que la Ligue des Champions génère à elle seule 3,23 milliards d'euros de recettes. Mais concrètement, d'où vient cet argent ? En fait, 84% des revenus proviennent des droits TV. Donc à chaque fois que tu payes un abonnement Canal+, Beansport, RMC, une partie de ton argent alimente directement cette machine. C'est comme si tu mettais une pièce dans la tirelire UEFA. Les droits TV représentent exactement 2,69 milliards d'euros. Et donc, à ceci s'ajoutent des droits commerciaux qui s'élèvent à un peu plus de 472 millions d'euros, soit quasiment 15% des recettes annuelles de la Champions League. Donc ça, ce sont tous les sponsors que tu vois affichés autour des terrains. Mastercard, PlayStation, Heineken et tous les autres prennent beaucoup de place à l'écran. Mais en réalité, le plus gros sponsor, c'est toi derrière ta télé. Maintenant, comprends bien une chose essentielle. La Ligue des Champions représente presque la moitié des revenus de l'UEFA. On parle de 48% des 6 milliards 780 millions d'euros que l'UEFA a encaissés au titre de l'exercice 2023-2024. C'est vraiment colossal. Ça m'a d'autant plus frappé que même l'Euro 2024, le plus grand événement de clubs nationaux en Europe, organisé une fois tous les 4 ans, génère moins de recettes que la Ligue des Champions tous les ans. L'Euro 2024 a rapporté 2,5 milliards d'euros à l'UEFA, soit 700 millions d'euros en moins que la Champions League. L'écart est très important. Pour te donner une idée concrète de ce qu'encaisse l'UEFA grâce à la Ligue des Champions, imagine que tous les jours, la Champions League génère 10 millions d'euros de recettes à l'UEFA. Pas mal comme business model, non ? Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on se penche sur ce que fait l'UEFA de cet argent. Et c'est aussi là que les choses se compliquent. La première question qui me vient à l'esprit, c'est que fait l'UEFA de ses recettes ? 3,23 milliards d'euros de recettes d'une compétition de club de foot ? Où part cet argent ? À quoi sert-il ? Est-ce qu'il faut simplement faire un bon parcours dans la compétition pour toucher une somme importante ? Ou est-ce que le mécanisme est plus complexe ? Je t'explique une première notion très importante. Sur chaque euro de recettes généré par la Champions League, 67 centimes vont directement dans la poche des clubs participants. Donc pour la saison 2023-2024, l'UEFA a précisément versé 2 milliards 169 millions d'euros aux clubs participants à la Champions League. C'est ce qu'on appelle la redistribution directe. Prenons un exemple concret directement mentionné dans les rapports annuels des clubs participants. J'ai dû beaucoup fouiller parce qu'en fait, tous les clubs participants à la Ligue des Champions ne sont pas cotés en bourse et ne sont pas dans l'obligation de fournir des informations détaillées sur les recettes liées à la Ligue des Champions. Pourtant, en enquêtant bien, j'ai trouvé des chiffres hallucinants. Par exemple, le Real de Madrid, vainqueur de l'édition 2024, a encaissé plus de 134 millions grâce à sa victoire. Ce qui est fou et qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 134 millions sont reversés directement au club, mais qu'à ceci s'ajoutent les revenus de la billetterie, le merchandising, la vente de maillots par exemple, et toutes les retombées indirectes que la compétition rapporte au club. Donc les 134 millions, c'est un peu une prime d'activité, parce qu'au-delà du montant récupéré de l'UEFA, s'ajoutent des recettes qui sont aussi colossales. Par exemple, pour le Real de Madrid, la vente de maillots rapporte presque 200 millions d'euros par an. Et évidemment, si le Real de Madrid fait un super parcours en Ligue des Champions, ils vont vendre encore plus de maillots. Donc il y a des revenus colossaux liés à la participation à la Ligue des Champions. Et en plus, il y a la prime d'activité directement versée par l'UEFA. Les clubs sont fortement gagnants dans cette histoire. Et l'année précédente, lorsque le Real de Madrid avait perdu en demi-finale, ils avaient empoché plus de 110 millions d'euros. Tu vois la différence ? Une demi-finale rapporte déjà une fortune, et gagner un match supplémentaire, à savoir la finale, rapporte 23 millions d'euros de plus. Mais du coup, si on ne connaît pas le montant reçu par l'autre finaliste, ça ne nous dit pas vraiment le montant versé juste pour la victoire finale. Eh bien, c'est très simple. Selon le rapport financier du Borussia Dortmund, finaliste perdant
l'année passée, l'UEFA leur a versé 120 millions d'euros. On sait désormais qu'une victoire en finale rapporte 15 millions d'euros en plus à celui qui gagne la Ligue des Champions. Ok, donc tu as un ordre d'idée de ce que vont toucher les clubs en participant à la Ligue des Champions. Mais ça ne te donne pas le montant précis que vont toucher les 2 finalistes en 2025, ni tous les participants à cette édition. Alors pour mieux comprendre comment cette montagne d'argent est répartie entre les clubs, je vais t'expliquer le système de l'UEFA qui est basé sur 4 critères. Premier critère, la prime de performance. Tu gagnes un match, ça te rapporte de l'argent. Tu fais un match nul, ça te rapporte de l'argent. Tu perds, ça te rapporte moins d'argent. Mais ça t'en rapporte quand même. Et si tu te qualifies pour les huitièmes, pour les quarts, les demi et la finale, évidemment, à chaque fois, tu vas toucher une prime supplémentaire, tu vas passer un palier. Deuxième critère, et c'est celui qui paraît le plus incroyable parce qu'il va soutenir les gros clubs et pénaliser les petits, c'est le coefficient UEFA. Le coefficient UEFA est basé sur l'historique de tes performances sur les 10 dernières années. Plus ton coefficient est élevé, plus tu touches. Et là, clairement, ce système avantage les clubs historiques comme le Real de Madrid, le Bayern de Munich ou Liverpool. Alors ce qui est dommage, c'est qu'une épopée comme Brest, qui a réalisé de très beaux matchs et de belles victoires en Ligue des Champions, va toucher moins qu'un club plus historique qui aura peut-être réalisé exactement la même performance sur la compétition. Troisième critère à comprendre, c'est le fameux market pool. Et là, tu dois comprendre encore une fois que ce n'est pas du tout équitable. Un club anglais touchera beaucoup plus qu'un club portugais. Et même avec des résultats sportifs identiques. Simplement parce que le marché britannique, les droits TV britanniques sont beaucoup plus lucratifs. C'est un enjeu similaire à celui de la NBA aux États-Unis, où en fait il y a beaucoup plus de personnes qui seront prêtes à payer un abonnement pour voir un match des Lakers que pour voir un match des Denver Nuggets. Et enfin, le quatrième critère, c'est le seul qui est équitable, mais ça représente une part minime des recettes versées par l'UEFA au club. C'est une prime fixe de participation à la Ligue des Champions. Donc c'est une sorte de base minimale garantie pour chaque club. Alors, quand un petit club se qualifie, ça génère un boost dans les recettes d'activité. Et pour le Real de Madrid, c'est vraiment un pourboire, quoi. Donc tu l'as compris, l'UEFA génère des revenus colossaux avec la Ligue des Champions et en redistribue une partie au club. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que l'UEFA garde pour elle? Et surtout, qu'est-ce qu'elle en fait? Sur les 3,23 milliards d'euros de recettes générées par la Ligue des Champions, l'UEFA en conserve 28%, soit 900 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024. C'est colossal, parce qu'au final, cette petite part restante, ça représente bien plus que le budget annuel des clubs participant à la Ligue des Champions. Les recettes du PSG sur la précédente saison, c'est un peu plus de 800 millions d'euros sur une année. Et donc, la question que je me pose quand j'analyse ces chiffres, qu'est-ce que l'UEFA? Est-ce une entreprise privée qui doit générer du bénéfice ou est-ce une association à but non lucratif? D'ailleurs, si tu poses une question simple aux dirigeants de l'UEFA, qu'est-ce que l'UEFA? Ils te diront très simplement, c'est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, revêtant la forme juridique d'une association de droit suisse. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport financier. Non gouvernemental, ça veut dire que c'est une organisation qui ne fait pas de politique, et non lucrative, ça veut dire que l'objectif de l'UEFA, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de participer au bien-être de tous. Mais en regardant les chiffres, on peut légitimement se demander comment une organisation qui se dit à but non lucratif peut-elle amasser autant d'argent? Pour la saison 2023-2024, l'UEFA a dégagé un bénéfice net d'environ 208 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Les réserves financières de l'UEFA atteignent maintenant 568 millions d'euros, dont 500 millions d'euros de réserves non affectées. C'est le coussin de sécurité de l'UEFA. Bon, ça fait un joli matelas de sécurité quand même. Alors évidemment, cette trésorerie, ce joli matelas et tous ces revenus s'accompagnent aussi parfois d'un manque de transparence et génère beaucoup de critiques dans les médias. On reproche à l'association d'être verrouillée, d'être gérée par un petit nombre de personnes. Il y a 16 personnes au comité exécutif de l'UEFA qui se réunissent plusieurs fois par an. Et dans le rapport financier, on voit que ces 16 personnes se partagent un revenu annuel de 4,2 millions d'euros pour quelques réunions dans l'année. Je ne porte pas de jugement moral sur ça. Mais ce qu'on oublie de dire dans l'organisation de l'UEFA, c'est qu'aussi qu'elle a pour but de promouvoir le football en Europe et de financer les petits clubs qui ne participent pas à la Ligue des Champions. Et c'est comme ça que l'UEFA justifie son contrôle total sur le football européen et aussi sur les recettes de la Ligue des Champions. À savoir que l'année dernière, l'UEFA a quand même redistribué 1,560 milliard d'euros dans des programmes de solidarité. Donc le non lucratif est quand même bien présent dans les comptes. En résumé, l'UEFA utilise cette logique pour dire on garde la main sur les revenus du football, mais c'est pour le bien commun. Mais l'opacité de tous ces rouages ne s'arrête pas là. Et le meilleur exemple est peut-être celui de la billetterie des finales. As-tu déjà essayé d'acheter un billet pour une finale de Ligue des Champions? Si oui, tu sais à quel point c'est difficile et à quel point les tarifs peuvent grimper très haut. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que l'UEFA empoche 100% des revenus liés à la billetterie de la finale. Oui, tu as bien entendu.
100% pour l'UEFA, 0% pour les finalistes. Alors que ce sont les clubs qui assurent le spectacle et qui attirent les spectateurs, c'est bien l'UEFA qui remplit ses poches. En 2024, la billetterie de la finale de la Ligue des Champions a rapporté 34,8 millions d'euros à l'UEFA. Pour te donner une idée précise, la finale a eu lieu à Wembley, un stade de 90 000 places. Et si on fait une simple division pour obtenir le prix moyen d'une place de Champions League lors de la précédente édition, on se retrouve à 387 € la place. Alors c'est très très cher, mais il y avait surtout de très grandes disparités entre des places accessibles dès 150 € et des places qui peuvent allègrement dépasser les 5 000 €. Alors pourquoi une telle différence ? Parce qu'en fait, une bonne partie des places et des loges vont être réservées par des entreprises et par des VIP et voilà, le tarif de ces loges peut monter très 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 haut. On parle aujourd'hui des places les plus chères en finale, aux alentours de 60 000 €. Mais ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est que les clubs finalistes qui assurent le spectacle, attirent les spectateurs, au final, ne touchent pas un centime dans cette histoire. Tandis que l'UEFA empoche la totalité des revenus le jour J. Et donc, à titre de comparaison, lors de la phase de groupe et des phases à élimination directe jusqu'aux demi-finales, ça va être les clubs hôtes qui vont encaisser les recettes liées à la billetterie des matchs. Évidemment, c'est uniquement lors de la finale que l'UEFA s'approprie 100% des revenus. Et donc cette situation pose forcément question. Pourquoi l'UEFA, déjà largement financée par les droits TV et les droits commerciaux de sponsoring, ne partage-t-elle pas plus de revenus avec les finalistes qui assurent le spectacle ? C'est d'autant plus paradoxal que c'est une organisation qui se présente comme étant au service des acteurs du monde du football. Mais pour comprendre ce paradoxe, il faut s'intéresser au pouvoir considérable qu'exerce l'UEFA sur le football européen. Et si tous les grands clubs décidaient de créer leur propre compétition pour conserver l'intégralité de ses revenus ? C'est exactement ce qu'il s'est passé avec le projet de Super League européenne. Et maintenant, tu comprends mieux pourquoi l'UEFA l'a combattu avec tant d'acharnement. C'est simplement une rébellion des clubs qui veulent toucher plus d'argent issu de cette compétition européenne et laisser une part du gâteau plus faible à l'UEFA. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que l'UEFA contrôle entièrement la négociation des droits TV. Les clubs n'ont aucun pouvoir direct sur ces négociations. Alors que pourtant, c'est la principale source de revenus de la compétition. Mais non, c'est l'UEFA qui négocie directement avec les diffuseurs, Canal+, beIN Sport, RMC, Amazon par exemple, et ces droits atteignent 3,5 milliards d'euros pour ces compétitions interclubs. D'ailleurs, généralement, ces droits sont vendus pour des cycles de 3 ans, ce qui crée un flux financier prévisible et stable pour l'UEFA. Donc tous les paiements des diffuseurs des compétitions européennes sont directement encaissés par l'UEFA, qui va au passage conserver environ 15% de ses recettes pour ses frais de fonctionnement, pour ses frais de développement, pour contribuer au rayonnement du football européen, et aussi pour laisser en réserve. Et donc là, c'est un modèle qui est radicalement différent des compétitions nationales de football et des ligues où les clubs vont souvent négocier collectivement et auront leur mot à dire sur la répartition des revenus. Alors que pour la Ligue des Champions, c'est l'UEFA qui décide seule qui reçoit combien. Alors bien sûr, évidemment, l'UEFA a besoin de justifier ce contrôle total. Et c'est pour ça qu'elle dépense beaucoup pour développer le football européen et pour mettre en place des actions de solidarité. Sinon, ça serait clairement pas une association mais une entreprise privée qui devrait distribuer des dividendes à ses actionnaires. Et c'est ces mécanismes qui permettent à l'UEFA d'asseoir son contrôle sur le football européen et entre guillemets d'acheter la loyauté des petits clubs et petites ligues nationales. C'est d'ailleurs son principal argument contre les super ligues privées. C'est nous qui encaissons tout, mais nous redistribuons à l'ensemble du football européen les revenus de la Ligue des Champions. Alors c'est totalement vrai, et on le voit dans le rapport financier entre les recettes et le bénéfice, il y a des dépenses, et la principale dépense va être la redistribution, soit aux clubs participants, soit via des actions de solidarité. Mais on reproche également un manque de transparence, puisque cette redistribution est faite selon les règles de l'UEFA et sans véritable contrôle externe. Bref, l'UEFA est jugée partie. Elle décide combien elle garde de ses recettes, combien elle va distribuer et à qui elle va distribuer le plus. Et c'est ce système centralisé qui permet à l'UEFA de maîtriser le robinet financier du football européen. Et c'est justement ce pouvoir qu'ont tenté de lui arracher les clubs à travers la Super League. Et donc maintenant, revenons à l'exemple concret du PSG qui s'apprête à disputer sa 2e finale de Ligue des Champions. Et je vais vous dire à combien j'estime les revenus issus d'une potentielle victoire du PSG en Ligue des Champions. Déjà, en participant à la finale, le club est assuré de toucher environ 130 millions d'euros. Mais à ceci s'ajoutent tous les bénéfices indirects pour un club de notoriété internationale qui pourrait potentiellement gagner sa première Ligue des Champions. Quand on compare avec les pratiques et les résultats financiers d'autres clubs de cette envergure, je pense au Real de Madrid, au Bayern de Munich, au FC Barcelone, à Manchester City, les retombées globales d'une victoire en Champions League devraient s'élever entre 240 et 270 millions d'euros. Alors c'est faramineux,
Mais on peut mettre en perspective ce chiffre avec les recettes annuelles du PSG, qui aujourd'hui s'élèvent à un peu plus de 800 millions d'euros. Et on peut se dire aussi qu'une bonne partie du chemin a été fait entre des contrats de sponsoring, une billetterie, du merchandising, qui a déjà boosté les revenus du PSG, et qu'une victoire en Champions League permettrait de générer une année record en termes de recettes, mais ne va pas non plus générer un doublement ou un triplement du chiffre d'affaires du Paris Saint-Germain. On pourrait potentiellement passer le milliard, ça serait un record, mais ça ferait pas d'eux le club le plus riche du monde pour autant. Quand on analyse le rapport financier du Real de Madrid, ça reste le club numéro 1 en recettes, avec 1 milliard 730 millions d'euros de recettes annuelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on préfère ? Gagner la Champions League et être numéro 1 sportivement, ou être numéro 1 en termes de recettes annuelles pour un club de football ? Je vous laisse choisir. Bref, tu l'as compris, le football moderne est devenu un business colossal et la Ligue des Champions en est la vitrine la plus lucrative. Et dans tout ça, c'est l'UEFA qui coordonne. Et malgré les critiques sur son manque de transparence et son statut d'organisation à but non lucratif, l'UEFA continue de régner en maître sur le football européen. Voilà, tu sais maintenant que derrière ce spectacle sportif qu'est la Ligue des Champions, se cache une machine financière impressionnante qui génère plus de 3 milliards d'euros de recettes annuelles. Et tu comprends mieux pourquoi cette compétition est si convoitée par les clubs. Participer à une phase finale de Ligue des Champions, c'est l'assurance de toucher plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ce que je retiens, c'est que malgré le but non lucratif de l'organisation, l'UEFA génère un bénéfice impressionnant de plus de 200 millions d'euros par an et dispose de réserves colossales de plus de 500 millions d'euros. Rien que les intérêts sur les 500 millions d'euros de réserves placées doivent générer des millions d'euros de recettes par an. Bref, ce paradoxe entre son statut juridique et la réalité économique du terrain soulève des questions de gouvernance et de transparence. Tu comprends mieux maintenant les tensions récurrentes entre l'UEFA et les géants du football européen. Les plus grands clubs voudraient une part plus importante du gâteau et voudraient pouvoir contrôler ses revenus. Le projet de Super League n'était pas du tout une rébellion sportive, c'était surtout l'occasion de s'approprier une plus grande partie de la montagne financière que représentent les revenus liés à une compétition européenne de football. Alors qu'en penses-tu ? Est-ce que l'UEFA devrait être plus transparente sur ses finances ? Est-ce que le modèle actuel est viable sur le long terme ? Est-ce qu'un jour on verra une révolution dans la gouvernance du football européen avec la mainmise des clubs sur les recettes et sur cette compétition ? Alors une chose est sûre, tant que la Ligue des Champions continuera à générer des milliards d'euros de recettes annuelles, le débat sur l'utilisation de ces recettes ne s'arrêtera jamais. Et d'ailleurs, peut-être que la compétition entre les grands clubs européens se joue loin des terrains, simplement pour obtenir le contrôle de cette machine à cash. Si cette analyse t'a plu et que tu veux en savoir plus sur les coulisses du business, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et si tu as des questions ou des réactions, je t'invite à les partager en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle analyse.